Euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, mon propos va tourner autour de quatre émotions, les émotions que j'appelle premières, que sont la gratitude, l'admiration, l'envie et la peur. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'elles sont évidemment essentielles dans la motivation au travail, dans le bien-être au travail et dans la souffrance au travail. Et vous comprenez déjà qu'effectivement, le bien-être et la motivation vont être redoublés, voire très fortes quand on sera dans des états d'émotion, d'admiration et de gratitude. Et en revanche, quand on sera dans des états de peur ou d'envie, on le sera peut-être beaucoup moins. Et alors, pourquoi ces quatre émotions? Je vais évidemment pas avoir le temps de. C'est pas le but ici de vous présenter mon modèle, Homo Emoticus, mais là, j'essaye de vous le présenter quand même succinctement pour justifier le choix de ces émotions. Pourquoi je pense que la peur, l'envie, l'admiration et la gratitude sont les quatre émotions les plus importantes de notre vie? C'est parce elles se situent, pardon, ce que j'appelle aux quatre points cardinaux de l'existence, c'est-à-dire aux confins vraiment de notre condition humaine, puisque à la peur s'attache le danger et le danger signale la présence de la mort. Donc évidemment, c'est une émotion très, très importante. Celle-ci, je pense que c'est évident pour tout le monde. Une qui l'est peut-être moins, ou en tout cas, il aurait fallu un peu plus discuter pour aboutir à ce résultat, c'est la rencontre de la limite, de toutes les limites, toutes les bornes qui s'imposent à nous dans nos désirs, dans nos capacités, dans nos besoins. Et lorsque cette limite se rencontre et qu'elle donc elle forme des obstacles, nous ressentons un sentiment de privation, un sentiment bien souvent qu'on dit de frustration, mais on devrait dire plutôt d'envie, c'est-à-dire que nous devenons envieux, nous ne supportons pas que le monde nous résiste, que le monde ne nous donne pas ce que l'on veut. Et évidemment, cette envie est redoublée du fait que les obstacles nous sont imposés à nous et pas aux autres. Donc ça, c'est un deuxième champ, c'est celui de la limite. Et on va voir qu'il joue évidemment un rôle dans la démotivation éventuelle au travail. Le troisième pôle important, c'est celui de la perfection, de toutes les perfections que l'on rencontre autour de nous, chez les gens ou dans le monde, qui sont autant de qualités, si vous voulez, ou de vertus, ou de beauté. Et toutes ces expériences-là nous font ressentir l'admiration. Et l'admiration est une émotion, évidemment, qui est très enthousiasmante et qui nous émule, qui nous stimule et qui nous excite et qui nous donne envie justement d'agir, de créer, de nous améliorer. Et en cela, évidemment, elle est un grand moteur. Quand on admire un art, quand on admire un métier, quand on admire des personnes et on admire des chefs, des managers, évidemment, on est en général très motivé. Et enfin, le quatrième pôle, et qui lui aussi est très positif, et même plus positif encore que la beauté, c'est l'expérience de l'amour. Et l'amour se signale par l'expérience des dons que l'on reçoit des autres et qui nous font ressentir de la gratitude. Et donc, un don étant un bien reçu gratuitement de quelqu'un, ça commence à un regard, à un sourire, à un compliment, à un remerciement, évidemment un service rendu ou un cadeau. Tout cela étant dans le registre du don, donc de bienfaits reçus sans contrepartie, qui nous font ressentir de la gratitude et qui nous font ressentir de l'amour, ressentir que l'on nous aime, si on mesure l'amour qu'on nous porte à l'aune de tous les dons que l'on reçoit. Et inversement, quand on est amoureux ou quand on aime quelqu'un, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, on va essayer de manifester son amour par des dons. Donc voilà. Donc si vous voulez, c'est pourquoi je mets l'accent sur ces quatre phénomènes, donc danger, obstacle, perfection, don, et sur ces quatre émotions, peur, envie, admiration, gratitude, parce qu'elles sont à ces quatre points cardinaux, mort, limite, beauté, amour. Alors maintenant, bon, après cette introduction un peu peut-être conceptuelle ou abstraite, je vais évidemment vous montrer comment elle s'applique à la motivation au travail. Et en fait, on va voir que ces quatre phénomènes que l'on rencontre vont nous faire entrer dans un certain état d'esprit par rapport au travail. Alors, le premier, c'est évidemment quand on nous manifeste un danger, et donc, par exemple, une menace ou une punition, évidemment, on a peur et là, on est prêt à travailler. Donc, vous savez que le travail est un terme qui dérive du latin tripalium, qui était un instrument de torture pour les esclaves. Donc, effectivement, on fait travailler les gens, on peut faire travailler les gens sous la peur. Et je dirais que quand les gens travaillent sous la peur, ils développent un esprit d'esclave.
Parce qu'effectivement, la seule motivation qu'ils ont quand ils sont sous la peur, c'est d'échapper à la sanction, d'échapper à la punition. Donc, c'est une première motivation pour travailler, mais c'est une motivation extrinsèque au travail, puisque le travail m'importe peu quand je suis sous la peur. Je travaille parce que je n'ai pas le choix, je suis sous la contrainte. C'est un premier état d'esprit au travail. Le deuxième, c'est celui donc qui relève du deuxième phénomène qu'on a vu, c'est-à-dire l'obstacle, et plus exactement de pouvoir lever les obstacles à travers mon travail, les obstacles à mes désirs. Et c'est la figure du mercenaire. C'est l'état d'esprit du mercenaire, celui qui travaille parce que son travail va lui permettre de lever les obstacles à ses désirs. Et évidemment, ce qui permet le plus de lever les obstacles à tous nos désirs, c'est l'argent. En tout cas, croit-on. Et en tout cas, c'est vrai, c'est en partie vrai pour tout ce qui est des biens matériels. Je peux tout m'acheter, je peux tout avoir, et je crois pouvoir lever tous les obstacles à mes désirs par l'argent. Et donc, travailler avec un esprit mercenaire, c'est avoir une motivation extrinsèque aussi au travail, mais là qui n'est plus celle de la contrainte, mais qui est celle de la récompense. Je ne travaille que pour la récompense. Le travail en lui-même ne m'intéresse pas. Si vous me payez plus, je travaille plus, ou si vous me donnez un boulot qui est mieux payé, eh ben, je le fais, mais le travail en lui-même n'a pas d'intérêt. Alors, la troisième figure qui correspond justement précisément à celle de l'admiration, c'est celle de l'artisan, et c'est cet état d'esprit d'artisan. C'est celui qui a une motivation intrinsèque au travail, c'est-à-dire que le travail en lui-même le motive parce qu'il aime son art. Et là, j'ai mis un tailleur de pierre, mais j'aurais pu mettre toute profession, en fait. Si on aime son art, on admire les œuvres qu'on peut réaliser ou que d'autres réalisent, on a une motivation intrinsèque au travail. Et on a, du coup, à ce moment-là, un esprit artisan au travail. On va aimer, évidemment, la belle ouvrage, le travail bien fait, la qualité. On va voir que ces états d'esprit, évidemment, nous amènent à un rapport au travail très différent. Et puis, une quatrième figure qui, elle, correspond au volontaire, c'est l'esprit du volontaire. Là, donc l'artisan, c'est la perfection qu'il peut accomplir. On retrouve, vous voyez, ces quatre phénomènes. Il peut réaliser de la qualité, il peut réaliser de la beauté, il peut réaliser de la perfection. Et évidemment, ça le stimule, ça lui permet uniquement d'être en soi, ça lui permet d'être motivé. Et puis la quatrième figure, c'est celle du volontaire. C'est celui qui travaille pour se donner, qui travaille pour faire un don aux autres, pour servir les autres, pour être utile. Alors, j'ai pris l'exemple, évidemment, des bénévoles, la Croix-Rouge, mais en fait, on peut pratiquer n'importe quel métier en ayant un esprit volontaire, c'est-à-dire en ayant envie de se donner à travers son travail et de servir les autres et d'être utile aux autres. Et donc, on arrive, si vous voulez, à quatre motivations au travail. Soit on travaille pour éviter un danger, parce qu'on a peur, soit on travaille pour lever un obstacle, parce qu'on a une envie, soit on travaille pour produire une perfection parce qu'on est dans l'admiration, ou soit on travaille pour faire un don parce qu'on est dans la gratitude. Et pour le dire autrement, on peut travailler pour survivre, on peut travailler pour faire de l'argent, on peut travailler pour créer de la beauté, ou on peut travailler pour servir les autres. Et ça correspond évidemment donc à ces quatre états d'esprit que j'ai mentionnés déjà, c'est-à-dire avoir un esprit d'esclave au travail, un esprit mercenaire au travail, un esprit artisan au travail ou un esprit volontaire. Sachant qu'on peut les combiner, on peut avoir à la fois un esprit artisan et un esprit volontaire, c'est-à-dire aimer la belle ouvrage et vouloir que son travail serve les autres et soit utile aux autres. Donc, ces deux états d'esprit dont vous avez déjà compris que c'est les deux que je préconise et qu'il faut essayer à la fois de réveiller en soi s'ils ont disparu, c'est-à-dire que je n'ai plus de motivation intrinsèque au travail et je n'aime plus mon métier ou je ne trouve plus de source d'admiration dans mon travail ou je ne trouve plus de sens et d'utilité à mon travail. Il va falloir réveiller cet esprit artisan, cet esprit volontaire ou en tant que manager, essayer de réveiller cet esprit artisan, cet esprit volontaire chez ceux qui nous entourent. Il faut évidemment d'abord l'avoir soi-même parce que si on veut pouvoir motiver les autres, on peut déjà être justement notamment en position de manager, par la passion qui nous anime, on peut la transmettre, on peut contaminer, on peut avoir un effet d'entraînement. Quand on a un chef passionné par ce qu'il fait, il peut nous communiquer sa passion. Donc, il y a déjà un travail à faire sur soi. Alors, en tant que collaborateur, en tant que, je dirais, travailleur lambda, on a ce travail à faire, c'est d'essayer de trouver une motivation intrinsèque au travail.
Mais en plus, quand on est en position de responsabilité managériale, il faut d'abord évidemment faire ce travail en soi parce qu'il est beaucoup plus facile de transmettre et communiquer ces deux états d'esprit quand on les anime soi-même, quand on les incarne soi-même. Et alors, voilà déjà, si vous voulez, en creux, se dessinent déjà 4 hypothèses de manque de motivation et qui sont déjà à voir pour soi-même, mais aussi à voir pour les membres de votre équipe qui semblent démotivés. Alors, la première source de manque de motivation, c'est l'insécurité. Quelqu'un qui se sent en insécurité au travail, qui a peur parce que peut-être les conditions de travail ne sont pas sûres. Par exemple, vous êtes ouvrier sur un chantier et vous considérez que les conditions de sécurité ne sont pas réunies et que votre vie est en danger, vous êtes mineur. Donc, évidemment, on voit dans des métiers extrêmes, on voit bien qu'il peut y avoir des environnements de travail qui sont dangereux et qui créent donc une peur, une angoisse et une insécurité et déjà une perte de motivation pour aller travailler. Mais ça peut être un collègue, quelqu'un qui, dans l'environnement de travail, nous fait peur, nous menace, nous intimide, nous harcèle et qui peuvent déjà créer un sentiment d'insécurité et une peur. Ça peut être déjà un premier motif de manque de motivation. Le deuxième, c'est l'infériorité, ce sentiment d'infériorité qui naît chez les envieux. Chez les gens qui sont envieux, bah voilà, vous sentez que voilà, vous n'êtes pas le chouchou de l'équipe, il y en a qui sont mieux traités que vous, à qui on donne des primes, des bonus, des choses en plus, ou qui ont un plus grand bureau, une plus grosse voiture de fonction, ou tout ce que vous voulez, parce que l'envie peut s'accrocher à n'importe quelle différence de traitement. Et du coup, bah, puisque c'est comme ça, moi, je fais plus rien, ou je fais le strict minimum. Donc, l'envieux va très vite se mettre dans un mode mercenaire, justement, en disant, bah voilà, bah, puisque moi, j'ai l'impression qu'on ne me traite pas à la hauteur de ce que j'attends et qu'en plus, il y en a d'autres qui ont des avantages que je n'ai pas, eh ben, moi, je ne fais plus rien ou je fais le strict minimum. Donc, là, il peut y avoir déjà un manque de motivation qui vient de l'envie qui nous gagne. Le manque de beauté. Le manque de beauté, si vous avez vraiment un esprit artisan et qu'on ne vous donne pas les moyens de faire un travail de qualité, moi, ça m'est arrivé quand j'ai travaillé dans certaines organisations où on me demandait de faire des choses quick and dirty, donc vite fait, mal fait. Et évidemment, c'était insatisfaisant parce qu'on a tous envie de pouvoir faire son travail ou de pouvoir réaliser son métier, faire du travail de qualité dont on est fier. Donc, si on ne nous donne pas des conditions pour faire du bon travail, on ne nous donne pas, par exemple, les bons outils ou de mauvais outils, c'est problématique. J'ai l'impression qu'il y a un manque de beauté dans mon travail et donc ça peut être déjà une source de démotivation. Et enfin, un manque d'utilité. J'ai l'impression que mon travail ne sert à rien, il est stérile, il n'a pas d'impact sur le réel. Vous avez un auteur, David Graeber, qui maintenant est mort malheureusement, mais qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Bullshit Jobs. Tous ces jobs qui ne servent à rien et comment vous pouvez… Je dirais, à l'impossible, nul n'est tenu. Quand on vous donne un bullshit job, c'est-à-dire un job qui ne sert à rien, alors il donne des exemples. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes gardien d'un musée où personne ne vient. Bon, bah, évidemment, on ne peut pas être motivé d'être gardien dans une salle où il y a des tableaux, mais personne ne passe. Donc, il y a des emplois qui ne peuvent que démotiver parce que vous ne voyez pas l'utilité de votre travail. Et moi aussi, ça m'est arrivé de travailler dans certaines organisations où j'écrivais des rapports et personne ne les lisait. Ou personne, plus exactement, ne suivait les recommandations que faisaient mes rapports. Du coup, bah, à bout d'un moment, on a vraiment l'impression de prêcher dans le désert et on peut être démotivé aussi parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'utilité sociale et qu'on ne sert à rien. Donc voilà, déjà, ça, c'est un travail de diagnostic à faire pour soi. Et puis, c'est des hypothèses de travail pour nos collaborateurs, savoir qu'est-ce qui peut expliquer leur manque de motivation. Est-ce que ce n'est pas derrière ces quatre problématiques et ces 4 émotions, un manque, déficit d'admiration, déficit de gratitude ou envie ou peur qui peuvent expliquer le manque de motivation. Donc, vous voyez, parce que la récompense au travail, il y en a 4 principales. Il y a d'abord, évidemment, la survie, mais ça, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que, évidemment, ça me permet de me nourrir, ça permet de vivre, ou on va me laisser vivre, ça, c'est l'esclave, évidemment. La rémunération en tant que telle, c'est-à-dire le salaire que je reçois, évidemment, ça peut être une récompense. Mais, vous voyez, il y a 2 autres, c'est le travail accompli. Je dirais, quelqu'un qui a un esprit artisan, à la fin d'une journée, par exemple, moi, je fais des formations, à la fin de ma journée, qu'est-ce qui me récompense? Est-ce que c'est le fait que je suis rémunéré ou est-ce que c'est que j'ai l'impression d'avoir fait une bonne formation, d'avoir bien fait mon travail? Si c'est ça qui me récompense, qui me gratifie à la fin de la journée, c'est que j'ai un esprit artisan.
Si je me fiche du fait que bah, finalement ils ont suivi ma formation, ils ont appris les choses, ça je m'en fiche royalement. Ce qui compte, c'est que j'ai été bien payé et que voilà, on va bien me payer. Hein. Évidemment, ça veut dire que je suis plutôt dans un esprit mercenaire et que ma récompense au travail, je la trouve dans la récompense, dans la rémunération et pas dans le travail accompli. Et puis il y a la quatrième évidemment récompense, c'est d'avoir l'impression que son travail produit du fruit. Et notamment, bah, pour prendre encore mon exemple, formateur, si j'ai l'impression que j'ai permis aux gens de comprendre quelque chose ou d'apprendre quelque chose qui va peut-être changer quelque chose dans leur comportement ou changer quelque chose dans leur vie et que les gens vous disent merci, grâce à vous, j'ai compris quelque chose et je vais pouvoir. Et là, votre travail est fécond et produit du fruit. Et si vous êtes un volontaire au travail, c'est ça qui vous gratifie et c'est ça qui vous donne la pêche et l'envie de continuer à faire votre travail. Donc, il y a ces 4 récompenses. Donc, vous voyez, qui correspondent à ces 4 états d'esprit. Et l'idée étant que de pouvoir cultiver cet esprit artisan, cet esprit volontaire au travail et d'aider les gens à le cultiver eux-mêmes quand on est en position de manager, c'est-à-dire revitaliser, réinsuffler chez les gens cet esprit artisan et cet esprit volontaire. Alors, parce que je pense que au fond, fondamentalement, les gens, tous, nous n'avons pas envie uniquement de travailler pour survivre et nous enrichir, mais nous, fondamentalement, au fond de nous, et je le constate parce que je suis dans cet âge, cette classe d'âge où je rencontre des gens qui, évidemment, changent de voie parce qu'ils ont envie d'œuvrer, ils ont envie de servir. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être gagné bien leur vie, ils ont peut-être fait un métier qui leur a donné un statut social et un confort matériel, mais ils ont envie maintenant d'avoir ce qu'on appelle donner du sens à son travail. C'est ce que moi, je convertis en œuvre et service, c'est d'avoir l'impression d'œuvrer, de participer à une œuvre qui nous dépasse, une œuvre de beauté, et aussi de contribuer à servir son pays, servir l'humanité en fonction évidemment de ses aspirations. Donc, c'est œuvrer et servir qu'il faut pouvoir redonner à chacun, d'abord retrouver en soi. Et si on n'y arrive pas, évidemment, à l'impossible d'une détenue, peut-être qu'il faut du coup changer de métier ou changer de métier ou changer d'entreprise ou changer d'organisation si on a l'impression qu'on ne pourra jamais y œuvrer et jamais y servir. Donc, je ne dis pas qu'on peut retrouver forcément une motivation parce que si les conditions ne sont pas réunies, on peut faire un travail sur soi, mais à un moment donné, il y a évidemment des limites structurelles qui s'imposent à nous et qui peuvent nous empêcher d'être bien au travail. Alors, l'heure tourne. Je voulais vous donner un certain nombre d'exemples concrets, mais je les garderai peut-être pour nos échanges. Ce que j'aimerais, c'est approfondir cette question de comment on peut réinsuffler l'esprit artisan à l'esprit volontaire au travail à travers ces 5 vecteurs, si vous voulez, ces 5 vecteurs du bien-être et de la souffrance et de la motivation, qui doivent d'abord évidemment être analysés, passés en revue pour soi-même et puis justement pour ses collaborateurs. Est-ce que ma source de démotivation, elle est davantage dans le contenu ou de motivation, elle est dans le contenu du travail? Alors, quand on parle là de se motiver, c'est qu'on a un déficit de motivation. Donc, est-ce que c'est que le contenu de mon travail est insatisfaisant? Parce que c'est des tâches simples, monotones, répétitives, où je n'apprends plus rien, il y a plus de créativité, j'ai pas assez de responsabilité, j'ai pas assez d'autonomie. Bon, il y a tout ça. Là, je pourrais vous renvoyer à mon livre où je développe tous ces aspects. Donc, il y a un travail à faire sur est-ce que mon problème vient du contenu de mon travail. Et du coup, c'est la même chose en tant que manager. Est-ce que je peux modifier le contenu du travail de mes collaborateurs pour qu'ils soient de nouveau plus enthousiasmés, plus challengés, plus excités de travailler, les sortir de leur monotonie, voilà, leur lancer des défis, les rendre plus créatifs, plus autonomes. Donc, il y a le contenu du travail parce que ça, c'est un des pôles le plus important de la motivation au travail, évidemment, parce que c'est ce à quoi on consacre son temps toute la journée. Bon. Après, il y a l'outil de travail et ça peut être vraiment une source aussi soit de souffrance, soit de bien-être, c'est qu'on me donne de bons outils pour faire mon travail, pour faire mes tâches. Accomplir mes tâches. Il y a le lieu de travail, tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'environnement de travail, notamment par des normes de sécurité, des normes d'hygiène, mais aussi des normes esthétiques, c'est-à-dire créer des lieux, embellir les salles
les salles de repos, embellir les bureaux, offrir un certain nombre, et là, vous savez que beaucoup d'entreprises le font, évidemment, avec des tables de ping-pong, des canapés, etc. Évidemment, ça, c'est un peu les tartes à la crème des GAFA, mais c'est évidemment créer un lieu plaisant où il fait bon vivre, où on a envie de rester. Où il y a des frigos, évidemment, avec la nourriture à volonté, ça, c'est dans la Silicon Valley, mais en tout cas, sans aller jusqu'à mettre tout cela à disposition, peut-être déjà avoir une petite machine à café, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet environnement, le rendre plus chaleureux, plus beau, esthétiquement aussi. L'esthétique, ça compte. On a besoin de vivre dans de beaux endroits pour être motivé. Et puis, évidemment, le deuxième pôle qui est tout aussi important que le contenu, si je dirais même plus important encore, c'est les relations au travail. Alors, il y a une part des relations, c'est les relations avec ses collègues, et puis il y a évidemment la relation avec le manager. Et on sait, par un certain nombre d'études, que c'est une dimension très importante de la motivation au travail, c'est d'avoir des relations de qualité, des relations harmonieuses avec son manager. Et donc là, en tant que manager, on a un rôle à jouer pour motiver, c'est d'entretenir de bonnes relations et comment je peux améliorer ma relation avec chacun des membres de mon équipe en passant du temps avec chacun, en étant attentif, attentionné, à l'écoute, empathique. Il y a tout ça. Qu'est-ce que je peux faire pour… je dirais, je conseillerais à un manager, et je conseille d'ailleurs dans mes séminaires, de consacrer une demi-heure au moins par semaine à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ces 5 vecteurs du bien-être ou de la souffrance au travail, évidemment, et qui sont aussi des vecteurs de la motivation. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le contenu du travail de mes collaborateurs, leurs outils de travail, le lieu de travail, les relations avec eux, comment je peux tisser des liens de confiance, des liens d'affection. Et puis, évidemment, il y a le 5e pôle, c'est la rémunération. Et la rémunération, vous n'avez pas forcément la possibilité de jouer dessus. Et ça peut être une source, évidemment, de souffrance ou de démotivation quand les gens se sentent sous-payés ou moins bien payés que les autres. Ou, voilà. Alors, mais en tout cas, on peut justement compenser parce que nous sommes des êtres, justement, d'émotion et nous sommes des êtres sentimentaux. En fait, ce que l'on constate, c'est quand on demande aux gens ce qui compte pour eux, c'est beaucoup plus le relationnel, avoir une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe, avoir un super chef. C'est-à-dire, donc, avoir des très bonnes relations au travail. Et alors, si j'ai un contenu du travail qui me plaît, bah, déjà, ces 2 pôles, ça peut largement compenser le fait que, voilà, on n'a pas forcément les meilleurs outils pour travailler, on n'a pas forcément un cadre de travail extraordinaire, on n'est pas super bien payé, mais par contre, c'est largement compensé par l'état d'esprit et donc les émotions qu'on vit au travail à travers les relations avec nos collègues et avec notre manager. Alors, ensuite, il y a un travail qu'on peut faire quand même malgré tout soi-même pour retrouver le goût de son travail, retrouver son esprit artisan. Et c'est essayer de redéfinir son emploi en termes de perfection et de beauté. C'est essayer de le rendre le plus esthétique et le plus parfait possible. C'est-à-dire qu'en se donnant cet objectif-là, on va retrouver au moins un semblant de motivation, quand bien même le travail serait fastidieux. Comment on peut le faire? Alors voilà, je donne 4 pistes. Cultiver l'application au travail. Si on fait des tâches, si on s'applique à bien faire les choses, on retrouve de la saveur à faire les choses et aux résultats obtenus. Et donc, on retrouve un peu d'entrain si on fait bien les choses. Donc, là, je montre une femme de ménage. Voilà, si je nettoie très bien les choses, je m'applique dans mon travail, c'est déjà en soi une source retrouvée de motivation. Ensuite, cultiver la curiosité au travail. Curiosité, ben voilà, se tenir au courant des évolutions dans son métier, essayer d'en savoir plus, parce que plus on maîtrise un art, plus on maîtrise les connaissances d'un métier, et plus on est motivé parce qu'on a l'impression de le maîtriser. Donc, il y a une gratification dans la maîtrise de son art. Donc, cultiver la curiosité va les faire grandir en expertise et donc en motivation parce que en général, on est motivé dans les domaines qu'on maîtrise bien. Cultiver sa compétence, ben, ça va avec, donc la curiosité et la compétence. Hein, donc, monter en compétence, suivre des formations, donc perfectionner son art. Plus on est virtuose dans un art et plus en général, on est motivé à le faire parce qu'on le fait avec virtuosité, justement, avec habileté. Et évidemment, on en retire une gratification, ne serait-ce qu'effectivement, voilà, là, je prends des métiers manuels, évidemment, mais de pouvoir poser des gestes parfaits, mais ça peut être évidemment faire des discours bien faits, faire un diapositive bien fait, et même dans les métiers des services, voilà, un coiffeur, faire savoir maîtriser toutes les techniques
de la coiffure. Voilà, vous voyez que ça peut se décliner sur tous les métiers. Et puis, plus généralement, cultiver la beauté dans sa vie bah voilà, là je mets le jardinage, mais ça peut être la peinture, ça peut être justement ne serait-ce qu'aller dans des expositions d'art, s'imprégner de beauté, mettre de la beauté dans sa vie personnelle, dans sa vie chez soi. Évidemment, ça aura nécessairement un effet sur l'envie de mettre de la beauté au travail et donc d'essayer d'atteindre la qualité, de faire de la belle ouvrage et donc de cultiver son esprit artisan aussi au travail quand on l'a aussi dans sa vie. Alors, et puis le deuxième esprit, développer un esprit volontaire au travail, ça veut dire essayer de redéfinir son emploi en termes de dons et d'amour. C'est-à-dire le rendre le plus éthique et le plus altruiste possible. Qu'est-ce que je peux faire dans mon métier, là où je suis, pour aider les gens, leur enseigner des choses, leur transmettre des connaissances, leur rendre des services. Tout ça, évidemment, comment on peut le faire? Là, je donne aussi des pistes, c'est cultiver la générosité au travail. Est-ce que tout acte de générosité qu'on fait au travail nous rend, va déjà créer de la gratitude et va tisser des liens, mais va nous faire nous sentir plus utiles au travail et va nous sentir beaucoup plus volontaires et serviteurs au travail et va nous donner plus d'entrain à faire notre travail. Cultiver l'assistance aux autres, proposer son aide, être attentif aux problèmes que rencontrent les autres et voir comment on peut les aider à les résoudre. Donc, c'est avoir cet esprit altruiste. Cultiver la satisfaction de ses clients quand on est évidemment en contact avec la clientèle, être sûr que voilà, le travail qu'on fait, ils en sont contents et ça leur apporte quelque chose. Et puis enfin, évidemment, cultiver le don dans sa vie. Alors là, je prends l'exemple évidemment des donneurs de sang, mais c'est plus évidemment, on est altruiste aussi dans sa vie personnelle, dans des activités caritatives, des activités associatives, et plus évidemment cet esprit volontaire que l'on vit dans sa vie, dans son voisinage, dans son quotidien, dans sa famille, évidemment, on aura aussi envie de le réinsuffler au travail et on aura les réflexes de vouloir être volontaire et aider les gens au travail. Voilà ce que je voulais vous partager. Voilà, on a tenu justement une demi-heure. Je ne veux pas faire beaucoup plus long. J'ai évidemment été un peu vite pour vous présenter tout ça, mais voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur la question de la motivation au travail, sur le plan à la fois du diagnostic et puis après des pistes qu'il faut explorer pour soi-même retrouver de la motivation et pour essayer d'en communiquer aux autres. Alors voilà, ouais, oui, bon, bah, c'est tout à fait la dignité au travail réside dans la possibilité d'œuvrer et de servir. Là, je prends l'illustration de la police de Los Angeles, to protect and to serve. Évidemment, quand on a ce genre de métier, a priori, et qu'on est, je veux dire, aligné avec évidemment la vocation de ce métier, de protéger et de servir, évidemment qu'on est motivé le matin, quand bien même on n'est pas forcément bien payé et on n'a pas forcément des conditions de travail qui sont les meilleures. Voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, bah, c'est l'ouvrage que j'ai publié récemment où évidemment j'aborde beaucoup plus en détail tous ces aspects. Et voilà, bah, je vous remercie de votre attention et